Bonjour à toutes et à tous et mille merci de nous accueillir pour ce débat sur un sujet tellement important et qui devrait en effet occuper bien plus souvent les médias en particulier. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important ? Pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'à chaque fois qu'on a les résultats PISA, tous les 3 ans, on déplore justement, on est dans la déploration de nos résultats qui baissent, etc. Mais très rares sont les observateurs qui vont jusqu'au bout de la lecture du rapport PISA pour relever notamment que en fait, ces résultats scolaires sont une moyenne et qu'au sein de cette moyenne, vous avez un écart type extrêmement élevé entre les élèves défavorisés et les élèves favorisés. Vous avez un déterminisme social qui compte pour l'essentiel, en tout cas énormément, dans les résultats finalement obtenus. Et la ségrégation scolaire, c'est-à-dire l'existence, comme vous l'avez dit pour aller vite, et je ne vous ferai pas l'injure ici de vous rappeler les chiffres, je pense que si vous êtes là, c'est que vous les connaissez. Donc l'existence d'établissements pour pauvres et d'établissements pour riches, eh bien, elle contribue à cet écart type à la moyenne qui finalement tire vers le bas les résultats de notre pays. Et moi, je retiens une image qui est quand même particulièrement parlante en la matière, c'est que si on prend simplement les résultats des élèves les plus défavorisés, en moyenne, nous sommes comparables à des pays comme le Cambodge ou le Kazakhstan. Si on prend uniquement les résultats des élèves les plus favorisés, nous sommes plutôt du côté de la Corée ou de la Finlande, c'est-à-dire les mieux classés de PISA. Donc en fait, laisser s'installer comme ça ces inégalités, ce séparatisme scolaire et ces destins scolaires tellement différents et contrariés, c'est tirer notre moyenne générale vers le bas. Puis la deuxième raison d'évidence, c'est la cohésion sociale. Je veux dire, on ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas grandi ensemble. Je pense qu'on est en train de se fabriquer une société, parce que les choses vont en s'aggravant, où les individus dont on parle, donc les plus favorisés d'un côté et les autres de l'autre, se regarderont en chien de faïence, avec hostilité, avec mépris, avec ressentiment, et que ce n'est pas une société dont on rêve pour nos enfants, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et surtout agir. Que ce soit bien entendu par tout le monde, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une tribune qu'on a publiée avec Pierre Ouzoulias et Jean-Paul Delahaye il y a quelques jours dans le journal Libération. On a réalisé une enquête au sujet des 3000 communes dans lesquelles on assiste à ce qu'on a appelé le séparatisme maximal dans les établissements scolaires. Donc, on appelle ça les territoires à séparatisme maximal. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parmi les tout premiers, ceux où cette réalité est la plus prégnante, vous avez des villes comme en effet Perpignan, Limoges, Metz, Maubeuge. Donc en fait, c'est assez contre-intuitif. Parce qu'en vérité, je sais très bien que la plupart des gens qui nous écoutent parler du sujet de l'absence de mixité sociale dans les établissements scolaires se projettent immédiatement dans un contexte de Île-de-France, banlieue, territoire politique de la ville. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ce sujet dans ces territoires-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sujet existe aussi partout ailleurs. Que c'est le sujet du séparatisme scolaire, du séparatisme de destin, du sort de nos élèves, en fait, il émaille la France entière et que du coup, il faut s'y attaquer et il faut faire en sorte que dans toutes les collectivités locales, on regarde ce sujet de très près. C'est pour ça que moi, j'ai été très sensible à votre avis déjà du CESE sur cette question, réussite à l'école, réussite de l'école. Lorsque vous dites que l'une des solutions vers lesquelles on doit aller, c'est d'installer un observatoire de la mixité sociale dans les collectivités locales. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'en effet, il n'y a pas de mesure magique pour remettre de la mixité sociale, on va en parler dans un instant, mais en tout cas, si on compte uniquement sur le ministère de l'Éducation nationale, il ne va pas y arriver non plus. Il faut vraiment un travail partenarial entre le ministère et les collectivités locales, mais évidemment avec néanmoins des objectifs qui soient fixés nationalement et une importance qui soit accordée au sujet, pour que, à l'échelle des collectivités locales, on cesse de construire des établissements scolaires dans des territoires qu'on sait de toute façon tellement ségrégés que très vite ces établissements vont être encore plus surségrégés et acquérir une réputation terrible dont il sera impossible de se défaire, qu'on veille à mélanger vraiment les populations, y compris dans la façon de redessiner la carte scolaire ici ou là. Bref, donc moi j'insiste vraiment sur le fait que ce soit une réalité territoriale très large dans notre pays et pas concentrée dans quelques endroits, ce qui mérite du coup qu'on s'y attaque avec beaucoup de force.
Ça veut dire que vous plaidez pour plus d'interaction entre l'échelon national et territorial, c'est ça? Où il y a des actions qui peuvent être conduites directement depuis les territoires sans forcément être articulées avec des politiques nationales? Pardon, parce que du coup, j'en viens en effet à ce qui est décrit dans ce livre que je vous invite peut-être à feuilleter si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais en fait, à partir de 2015, quand je suis ministre de l'Éducation nationale, le constat que je fais clairement, c'est que ce qui a été entrepris par le passé pour faire un peu mieux de mixité sociale, globalement, n'a pas très bien réussi et que ça tient au fait qu'on est resté sur l'idée que c'était la puissance publique au sommet de l'État qui allait trouver la solution pour tous les territoires et qu'on s'est contenté d'un seul levier qui était la carte scolaire. Et en fait, ça ne marche pas parce que les territoires ne se ressemblent pas, parce que la carte scolaire, parfois c'est pertinent, mais parfois ça ne suffit pas. Et donc, du coup, ce qui va se passer à partir de 2015, c'est que on va lancer une série d'expérimentations avec une 80aine de collectivités locales qui acceptent de nous accompagner dans la démarche, avec un panel de solutions à mettre en place au niveau territorial qui sont adaptés à chaque territoire. C'est pas du tout pareil d'être dans une zone très urbaine dans laquelle vous pouvez vous dire la meilleure des solutions c'est de redécouper la carte scolaire et de lui faire suivre le tracé d'une ligne de métro parce que comme ça va traverser plusieurs arrondissements qui ne se ressemblent pas et donc mélanger des élèves différents, ou d'être dans un territoire rural où vous aurez évidemment pas le même genre de solutions possibles. Et donc à partir de là, à partir de 2015, vous avez dans 56 collèges différents à travers la France des expérimentations qui se mènent, qui peuvent aller parfois de la fusion de plusieurs collèges entre eux, de la destruction d'un collège pour le reconstruire ailleurs, de choses très innovantes comme le dispositif de montée alternée que les Parisiens connaissent ici dans le 18e arrondissement, où on va prendre deux collèges qui ne se ressemblent pas, un plus favorisé, un plus défavorisé, et on va dire tous les élèves vont faire ensemble leur scolarité, mais en 6e, 5e dans le premier, en 4e, 3e dans le second. De l'expérience de Toulouse dont on parlait ensemble tout à l'heure, qui est une très belle expérience où on va carrément prendre les élèves de deux collèges qui étaient extrêmement ségrégés dans le quartier du Mirail. On va fermer ces deux collèges et les élèves en question, on va les redistribuer dans des collèges du centre-ville. Et en fait, toutes ces expérimentations n'ont été possibles que parce que vous aviez des collectivités locales qu'on a réussi à convaincre de partir avec nous et qui ont rendu ça possible sur le terrain. Parce que par exemple, dans ce dernier exemple de Toulouse, comment vous faites pour prendre ces 1200 élèves et les mettre dans des collèges du centre-ville quand vous savez qu'il y a des espèces de frontières intérieures qui sont totalement intériorisées, y compris par les populations ? Que aller dans le centre-ville, parfois, c'est quelque chose de très compliqué, les gens n'ont pas les codes, etc. Et donc, du coup, la collectivité locale, en l'occurrence le département de Haute-Garonne, a rendu les transports gratuits pour ses élèves. On les a accompagnés, y compris dans les bus, le temps qu'ils s'habituent à tout cela. Dans les établissements de centre-ville qui allaient accueillir les élèves, nous, ministère de l'Éducation nationale de l'époque, on a renforcé les équipes pour qu'il n'y ait pas plus de 25 élèves par classe, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse simpliste, mais c'est aussi vrai qu'il y a des choses qui sont faisables. Simplement, il faut accepter qu'on ne les fasse pas exactement de la même façon dans tous les territoires, car ils ne se ressemblent pas. Je voudrais quand même juste dire que, en fait, je pense qu'il y a quand même quelque chose sur quoi fondamentalement on n'est pas d'accord. C'est vraiment l'urgence du sujet et l'importance du sujet. Parce que, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, puis après tout, n'oublions pas que aussi, parmi les classes défavorisées, vous avez aussi des élèves qui réussissent. Heureusement, on est bien d'accord. Sauf que là où moi, je suis très sensible à l'importance et à l'urgence du sujet, c'est quand je vois, par exemple, ce chiffre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le taux de résilience, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui, venant de milieux défavorisés, réussissent néanmoins à faire de très très belles études, c'est-à-dire à aller jusqu'au sommet. Eh bien, pendant des années, ce taux de résilience, il était de 10%. Dans le dernier rapport PISA, il est descendu à 7%. Il est très, très bas. Et pour cause, parce qu'en réalité, ces élèves en question, donc venant de milieux défavorisés, n'ont qu'une chance sur 6 d'accéder à un lycée performant, en quelque sorte. Donc, en fait, le sujet est vraiment très, très, très important. Donc, maintenant, j'en viens à votre... Oui, vous pouvez... Je pense que là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Là, c'est là où notre débat prend un mauvais tour. C'est-à-dire que on doit être d'accord ou en désaccord. Quand vous avez commencé à dire on va être en désaccord, je me suis dit chouette, elle va trouver un facteur sur lequel on n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord? Mais là, le procès d'intention consistant à dire
que vous trouvez que c'est urgent et que moi, je m'en ficherais, ça, c'est pas convenable. C'est-à-dire que j'ai autant que vous une préoccupation sociale. Et j'ai un track record, permettez-moi de vous le dire, qui remonte à 20 ans sur ces sujets, y compris en Guyane, à Créteil, qui permet de n'avoir aucun complexe là-dessus. Donc l'intention, croyez-moi, l'urgence et l'importance, j'y accorde autant que vous. Non, mais si donc je peux me permettre, des désaccords je suis contente qu'on ait cette voulez, conversation. Mais en fait, d'un point de vue, si vous voulez, l'intention de la sensibilité, je sais bien que nos camps font que vous pensez plus généreuse que moi, attendez, mais ça n'est pas le cas. Je peux vous dire que je me suis occupé d'un nombre d'enfants. Si vous la gardez en votre fort intérieur, vous voyez, elle n'impacte pas la société. Mais comme ministre de l'Éducation nationale, si vous avez eu l'intention de travailler sur la mixité sociale, vous l'avez gardée en votre fort intérieur, parce qu'on ne vous a jamais entendu en parler. Alors allons-y. Quand vous avez supprimé les classes bilingues, les sections européennes... Alors, c'est la question de l'attractivité sur laquelle je voudrais revenir. On va passer... Il faudrait que je puisse en parler. Alors, la question de l'attractivité... Alors, de quoi parle-t-on exactement, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde? On parle de l'existence, en effet, d'options, de filières, d'une offre pédagogique attractive dans un collège. Voilà. Donc, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant, comme ça vient d'être dit d'ailleurs par mon voisin, à utiliser à dessein pour provoquer ou conforter de la mixité sociale dans un établissement, à condition, évidemment, comme ça vient d'être dit aussi, que tous les élèves en profitent au sein de l'établissement. Parce que si c'est pour recréer des séparatismes à l'intérieur de l'établissement entre ceux qui auront la classe CHAM et ceux qui y auront jamais accès, et tous les élus locaux ici, vraiment je leur demande d'être honnêtes, savent parfaitement que dans leurs collectivités respectives, les classes CHAM généralement sont quand même beaucoup plus fréquentées par des élèves favorisés, tout comme les options latin, tout comme les classes bilingues, etc., que par des élèves défavorisés. C'est vrai, mais est-ce qu'il vaut pas mieux avoir une bulle de CSP+, dans un collège défavorisé que pas du tout de CSP+? Mais non, mais on peut faire les choses intelligemment. C'est ce que nous avons fait. Dans les expérimentations qui sont racontées là, vous verrez qu'il y en a une à Montpellier, dans le quartier du Petit Bar, le collège qui anciennement s'appelait Lascaz et qui maintenant s'appelle Simone Veil, sur lequel, pour faire de la mixité sociale, puisqu'il était un peu fui par les familles plus favorisées ou classes moyennes, nous avons en effet utilisé le levier attractivité pédagogique. Mais comment on l'a fait ? On a dit, dans ce collège, nous, ministère de l'Éducation nationale, nous allons donner les moyens pour que ce collège se donne une identité sur la question notamment des arts du spectacle, des langues vivantes étrangères et du sport très performant. Il va avoir cette identité à lui qui va le rendre attractif, y compris pour des familles qui sinon l'auraient fui. Mais au sein du collège, on a veillé à ce que tous les élèves en bénéficient. C'est toute la différence avec ce que je n'aime pas du tout, quand on laisse prospérer dans des collèges, finalement, des classes distinctes qui n'ont pas du tout les mêmes possibilités et qui même creusent le sentiment de mésestime de soi que nourrissent des élèves qui se retrouvent dans des classes, au fond, de relégation, par rapport à des élèves dont ils voient bien qu'ils ont plus d'offres. Bref, je referme cette parenthèse. Je peux même vous en donner un deuxième exemple. Oui, parce que vraiment, c'est le moment de la table ronde où on a intérêt à raconter au plus près ces expérimentations. Au dehors de la polémique, quelles sont les expérimentations qui sont les plus prometteuses? Le collège Vauban, même chose, on a joué sur l'attractivité pédagogique, c'est-à-dire qu'on y a mis les moyens que ce collège-là se développe, une carte de visite particulière, une identité particulière qui attirait plus largement que la population très ségrégée qu'il attirait jusqu'à présent. Donc là, à Strasbourg, de mémoire, ça a tourné autour des langues vivantes étrangères en lien avec un collège international installé pas très loin de là. Bref, encore une fois, OK pour développer l'attractivité pédagogique et donner la possibilité à des établissements scolaires d'avoir leur ADN très attractif, mais à condition qu'en leur sein, ça bénéficie à tout le monde. Parce que, je le redis ici, vraiment, on s'est rendu compte ces dernières années, c'est ce qui m'a conduite à faire notamment la réforme du collège, pour revenir sur la façon dont fonctionnait un certain nombre de filières et d'options, on en a parlé à l'instant. On s'est rendu compte qu'en fait, la puissance publique finissait par donner toujours plus aux élèves les plus favorisés qu'aux élèves défavorisés, même dans les établissements où ces derniers se côtoyaient, à travers, en effet, ces classes et ces options. Et je veux vous raconter juste une anecdote. Vous savez que les indices de positionnement social qui sont désormais connus et qui permettent de mesurer la composition sociale, les IPS, que j'avais créés d'ailleurs à l'époque,
qui permettent aujourd'hui de mieux connaître la composition sociale des établissements ville par ville. Eh bien, ils ont ouvert les yeux et éclairé bon nombre d'observateurs, et y compris des élus locaux. Récemment, j'étais à Rouen, où l'adjointe en charge de l'éducation me disait que grâce à la publication des IPL, elle s'était rendue compte que dans un quartier plutôt mixte, voire populaire, dans lequel il y avait une classe CHAM, eh bien, en fait, cette dernière n'était en réalité, l'établissement qui accueillait cette dernière n'était en réalité quasiment fréquenté que par des classes moyennes, classes supérieures. C'est-à-dire que même dans des territoires où on a l'impression que la mixité est là, en réalité, il faut faire très attention à ce que ces offres pédagogiques-là ne soient pas raptées en quelque sorte par ceux qui ont l'information, par ceux qui ont les moyens et les codes. Merci pour ces exemples qui montrent bien aussi à quel point la mixité scolaire, sociale scolaire, ne peut pas juste être décrétée depuis le bureau de la rue de Grenelle du ministre de l'Éducation nationale. Ça se joue toujours dans des contextes locaux, territoriaux, avec des acteurs locaux. Si je peux me permettre de revenir juste sur le privé un instant, parce que c'était ça que j'avais en tête, à moins que vous vouliez l'aborder plus tard. Mais non, mais très rapidement. Et puis après, on réfléchira à d'autres expérimentations qui pourraient servir d'exemple aussi et de levier. Mais je voudrais juste dire d'abord que moi, je considère que l'état de séparatisme socio-scolaire qu'on constate aujourd'hui, il n'est pas que le fait du privé. C'est très important de ne pas dédouaner complètement le public de ce qui est à l'œuvre. Mais il est pour beaucoup le fait du privé. Il est pour beaucoup le fait du privé parce que le privé aujourd'hui, alors que pendant des décennies et des décennies, d'une certaine façon, vous pouvez voir une certaine complémentarité, notamment matérialisée dans le fameux 80%, 20% entre le public et le privé. Ces dernières années, force est de constater que le privé, c'est à dessein de plus en plus embourgeoisé. Sauf quelques exceptions que vous avez évoquées tout à l'heure en parlant de l'Ouest en particulier. Mais la vérité, c'est que dans les grandes villes en particulier, Julien Grenet démontrait comment ces dernières années, le privé parisien avait pris 5 points d'indice de positionnement social. C'est un embourgeoisement qui est le résultat d'une recherche d'entre-soi qui est assumée comme telle par les autorités de ces établissements. Et donc, on a un véritable problème. Où est le problème exactement ? Il est dans le fait que en fait, le privé déshabille le public de sa capacité à faire mixité. Puisqu'il prend finalement les classes aisées, voire moyennes, eh bien, il ne laisse pas grand-chose au public. Que ce faisant, il fait une concurrence totalement déloyale à ce public, puisque contrairement au public, il ne prend pas à sa charge un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l'unique public. Par exemple, j'en veux pour preuve le nombre d'enfants en situation de handicap qui sont accueillis dans nos établissements scolaires. 9 sur 10 le sont dans des établissements publics. Je ne suis pas en train de dire que ces derniers sont une charge, je dis simplement que dans la vie réelle et quotidienne des enseignants, eh bien oui, c'est quelque chose qui pèse et qui doit être pris en considération quand on regarde la façon dont ils exercent leur métier. Même chose pour la diversité que je vais qualifier d'ethnique ou d'origines étrangères, les classes faites pour ceux qui ne pratiquent pas encore tout à fait le français, etc. C'est exclusivement dans le public qu'on va les trouver, c'est pas dans le privé. Donc les enseignants du privé, que nous finançons encore une fois totalement, ont beaucoup moins que ceux du public à gérer cette diversité-là. Donc par définition, leurs conditions d'exercice sont simplifiées, et c'est ce mécanisme-là qui est à l'œuvre et qui rend ces établissements du privé tellement attractifs au détriment du public. Et cette attractivité, cette concurrence déloyale, c'est bien nous, non seulement qui la finançons, et j'en terminerai par là, mais qui, et c'est là aussi que j'ai un énorme désaccord avec le gouvernement auquel vous avez participé ou ceux qui vous ont succédé, la valorise. Car le problème de ces dernières années, ça a été, venant du sommet de l'État, une parole qui a systématiquement consisté à faciliter la vie au privé. J'en veux pour preuve la fameuse obligation de scolarisation des élèves de 3 ans, alors qu'on sait que 97% des élèves étaient déjà scolarisés à l'âge de 3 ans, mais qui a eu pour effet, et les élus des collectivités le savent, d'obliger les collectivités locales à financer l'ouverture de classes maternelles de l'enseignement privé, alors qu'ils n'avaient pas cette obligation auparavant.
auparavant, ce qui est quand même très coûteux pour leurs finances locales. J'en veux pour preuve aussi cette valorisation de l'enseignement privé, le fait que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2017 ont vraiment les yeux de chimène pour cet enseignement privé, dont ils ne cessent de dire, et on en a eu un exemple avec une ministre qui n'est pas restée très longtemps, qu'il est en réalité bien meilleur que le public. Etc. Et j'en veux même pour preuve que la rare fois où un ministre de l'Éducation d'Emmanuel Macron, je parle pas de vous, je parle de Pape Ndiaye, a vaguement essayé de dire on va peut-être un peu tordre le bras au privé, il s'est fait débarquer le lendemain. Donc en fait, tout ça, pour moi, ce sont des signes extrêmement préoccupants d'un tapis rouge déroulé à un privé qui, pendant ce temps, concurrence déloyalement notre public. Alors, D'abord, pour rebondir sur cette dernière intervention, et notamment cette question de pourquoi ne parle-t-on pas plutôt de mixité socio-scolaire ? Elle est très très juste et pertinente, évidemment, pardonnez-nous, parce que du coup, on va vite en besogne, mais moi, dans ma tête, c'est bien ça qu'il y a. C'est pas simplement la mixité sociale, c'est évidemment aussi la mixité scolaire. Et c'est d'autant plus important de garder ça à l'esprit qu'il y aurait une mécanique extrêmement perverse qui pourrait consister, pour certains établissements, et je pense notamment à ceux du privé, à dire, OK, vous voulez absolument qu'on fasse de la mixité sociale, on va prendre des élèves boursiers, mais du coup, on va prendre les meilleurs. Et du coup, à déshabiller encore plus, pour le coup, le public des bons éléments. Donc attention, parce qu'il faut toujours en effet dire socio-scolaire, je suis complètement d'accord. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la vérité, c'est que quand on fait de la mixité sociale, c'est-à-dire qu'on mélange les élèves dans un même établissement, dans toutes les expérimentations qu'on a racontées, on l'a constaté, c'est très important de veiller à ce qui se passe ensuite dans l'établissement, c'est-à-dire à ce que ça impacte ce qui est pratiqué en termes de pratique pédagogique dans l'établissement pour qu'il y ait une capacité des enseignants à gérer l'hétérogénéité de ces nouvelles classes et donc à faire de la différenciation scolaire en quelque sorte, ce qui, entre parenthèses, on en a peu parlé, est très difficile à faire quand on n'a pas été formé pour. Il y a un énorme sujet angle mort de nos politiques publiques d'éducation qui est la formation continue des enseignants, qui n'est pas suffisamment à la hauteur en France. On le sait, quand on se compare avec certains pays, on a vraiment honte. Donc il faut plus de formation continue pour que les enseignants soient mise en situation réelle de gérer l'hétérogénéité des classes et de faire vraiment réussir tous les élèves. Et c'est aussi en ça qu'il faut parler de mixité socio-scolaire. Voilà, c'était juste pour dire que je partage. Sur les deux autres questions, rapidement, les associations dites complémentaires de l'école, en fait, moi je préfère la notion d'éducation populaire, tout simplement, parce qu'en fait on met le mot éducation. Voilà, c'est une évidence que ça joue un rôle essentiel dans la réussite des élèves. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de le démontrer. Et c'est pour ça que j'avoue que j'ai beaucoup regretté, je vais rejoindre ce que disait Madame tout à l'heure, le fait qu'on mette fin à la réforme des rythmes scolaires, puisque précisément, ce à quoi elle servait, c'était notamment à rapprocher le monde de l'éducation nationale et de l'éducation populaire et de faire en sorte que les élèves aient à faire, au-delà du fait que leur journée, leur semaine allait être plus équilibrée et meilleure pour les apprentissages, que les élèves aient à faire à une communauté d'adultes qui parlent en quelque sorte la même langue et qui leur disent la même chose et qui leur transmettent les mêmes valeurs. Bon, je referme cette parenthèse. Et puis enfin, la question de la considération que vous évoquiez, Madame, là-haut, oui, je pense que de manière générale, on vit quand même dans une société qui a le mépris facile. Et c'est vrai que le vivent particulièrement mal celles et ceux qui sont en première ligne en train de faire les métiers les plus difficiles, pas très bien rémunérés pour ça et qui en plus se prennent des leçons à longueur de journée. Et le prof bashing, voilà, j'ai pas besoin d'en faire l'illustration. Donc je partage. Donc c'est à la fois la question des moyens matériels, ce que vous avez dit à propos des luards. Honnêtement, dans les établissements, dans les lycées de Seine-Saint-Denis, en ce moment même, globalement, vous avez un prof sur deux qui est absent, qui n'est pas remplacé, alors que le taux de remplacement dans le reste de la France, il est de 78%. Donc il y a quand même un énorme sujet de comment est-ce qu'on donne vraiment aux établissements les moyens d'être au niveau et d'offrir de bonnes conditions de réussite. Donc il y a les moyens matériels, mais il y a aussi cette question de la considération. Et je veux dire que
les responsables politiques et un certain nombre d'observateurs médiatiques contribuent beaucoup à la déconsidération ambiante, qui ensuite, évidemment, imprègne les familles, qui à leur tour se sentent autorisés, certains parents aussi, à être dans des injonctions très très brutales à l'égard de l'école et des enseignants. Donc je pense que ce sujet-là, il ne faut jamais le sous-estimer parce qu'il fait partie du mal-être enseignant. Je voudrais dire déjà à Colombe-Brossel qu'il ne faut pas qu'elle se résigne et qu'il faut qu'elle représente cette proposition de loi. Voilà, il faut la représenter jusqu'à ce qu'elle soit adoptée. Je voudrais dire à madame qui avait... poser la question, mais que font les établissements privés de cet argent? Que c'est the bonne question. Et que souvent, moi, il m'est arrivé souvent, sincèrement, de discuter avec des parents qui, en réalité, au début, n'avaient pas compris parce qu'en fait, ils pensaient vraiment que l'argent qu'ils payaient servait à payer les enseignants. Donc, quand je leur disais, mais non, pas du tout, les enseignants sont rémunérés, etc., par la puissance publique, ils disaient, ah bon, mais du coup... On ne comprend pas, donc je pense qu'il y a une vraie question. Et puis aussi, pour revenir quand même sur votre intervention, j'étais très intéressée de savoir qu'en effet, des collectivités allaient se retrouver, compte tenu de la réduction du nombre d'élèves, à revoir leur carte scolaire en prenant en considération les IPS. Super, je me le note bien, parce que là, il y a une vraie marge de manœuvre possible pour faire progresser les choses. Pour faire se rejoindre la question de Madame l'inspectrice et du jeune homme sur la question des options. Vraiment, je ne voudrais pas qu'il y ait une mécompréhension entre nous. Hein. Vraiment, je ne considère pas dans l'absolu que des options soient une mauvaise chose. Enfin, franchement, on est bien d'accord. Puis en plus, pour même compléter par rapport à ce que vous avez dit, je trouve même que développer des nouvelles options, vous parlez d'intelligence artificielle et pas simplement de CHAM, etc., ce serait une bonne chose. On est d'accord. En fait, si vous voulez, pour vous servir une analogie qui va vous paraître bizarre, mais c'est la seule que j'ai trouvée en vous écoutant, c'est un petit peu comme quand on prend un cachet de Doliprane. Un cachet de Doliprane dans l'absolu pour mettre fin à une migraine, c'est évidemment une bonne chose. Des options pour offrir la possibilité à des élèves de trouver leur voie, c'est évidemment une bonne chose. Ce qui ne va pas, c'est l'usage que l'on fait de tout cela. C'est si vous prenez 12 cachets de Doliprane alors que vous étiez censé attendre 6 heures avant d'en prendre un nouveau, bah vous allez potentiellement vous faire beaucoup de mal. Ces options, ces filières, etc., et c'était le cas depuis des années, sont utilisées dans le système par à la fois, honnêtement, par le système lui-même éducatif et par des parents qui ont les codes et les informations pour servir de stratégie d'évitement des autres élèves et constituer des classes à part, qui se trouvaient être souvent des classes socialement très favorisées par rapport au reste, bah c'est un problème. C'est comme quand vous prenez 92 cachets d'aspirine. Donc, en fait, la réforme du collège et tout ce que je suis en train de vous dire là, c'était mettre fin à ce dysfonctionnement-là. Mais par contre, je suis complètement d'accord pour qu'on développe des choses attractives dans les établissements scolaires dès lors que tous les élèves qui entrent dans l'établissement scolaire se voient donner la possibilité d'y accéder. Voilà, je voulais juste finir par ça parce que c'était très important pour moi qu'il n'y ait pas de mécompréhension. Voilà.